Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, une profession peu connue. Vers la fin des années 1950, cette spécialité de la diététique est apparue en Europe, lorsque les pédiatres ont pu établir l'étiologie de maladies métaboliques ou digestives, induites par une incapacité à métaboliser, à digérer ou encore à absorber un ou plusieurs nutriments. Ces pathologies ne peuvent se traiter que par le suivi d'un régime alimentaire très précis au plan qualitatif et quantitatif, régulièrement adapté à l'évolution des besoins nutritionnels de l'enfant. Si l'établissement d'un diagnostic est le rôle exclusif du pédiatre, l'élaboration et la mise en pratique du régime alimentaire personnalisé relèvent de la compétence des diététiciens de pédiatrie. Cette profession était et se trouve souvent associée au seul traitement nutritionnel du surpoids et de l'obésité. C'est ainsi qu'au début des années 1960, lorsque j'ai commencé à exercer en pédiatrie, j'entendais des commentaires plutôt désapprobateurs. « Oh, vous faites maigrir les petits-enfants ?» Depuis cette époque, j'aime à mieux expliquer que notre activité vise à améliorer l'adéquation nutritionnelle des enfants et des adolescents en bonne santé ou souffrant de maladies chroniques, digestives ou métaboliques. Plusieurs personnalités ont permis le développement de notre profession au cours des 50 dernières années. Certaines sont des professeurs de pédiatrie, des diététiciennes de renommée internationale, d'autres des professeurs de l'école de diététique, des collègues, des membres de l'équipe médicale et paramédicale. Je veux leur rendre hommage puisque sans leur efficacité professionnelle et leurs qualités humaines, rien de tout ce qui est relaté ci-dessous n'eût été possible. Une nouvelle profession en Belgique. J'ai eu le privilège d'être la première diététicienne en Belgique à exercer exclusivement en pédiatrie. C'était en 1962. Cette orientation m'avait été proposée à la condition d'effectuer des stages supplémentaires durant la 3e année d'études. Il a donc fallu faire preuve d'une certaine forme de stakhanovisme et de créativité dans l'organisation de mon emploi du temps cette année-là, et celles qui suivirent aussi. J'avais été à bonne école dès l'enfance. Mes parents étaient un exemple au quotidien et valorisaient entre autres le courage et l'importance du travail bien fait, quel que soit le temps à y consacrer. Jean de La Fontaine était souvent cité avec sa fable intitulée « Le laboureur et ses enfants », qui nous servait d'encouragement régulier. « Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins ». Nicolas Boileau faisait aussi partie de la conversation courante au moment de montrer combien les leçons étaient connues, ou pas trop. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Je m'efforcerai de m'en souvenir dans les pages qui suivent. De 1940 à 1962. Une enfant de la guerre. Tout a commencé le 14 juin 1940. L'événement le plus important est sans nul doute l'arrivée inattendue autant qu'inappréciée de l'armée nazie à Paris, engendrant la fuite sur les routes de l'exode de beaucoup de Parisiens venant grossir les rangs de leurs compatriotes du Nord, des Belges et des Hollandais. Le même jour, à 60 km de là, un autre événement eut lieu sans la moindre importance pour l'histoire de France, mais d'un certain intérêt pour moi puisque ce 14 juin 1940 à 8 heures, j'ai vu le jour près de Chartres, à Boinville-le-Gaillard, au beau milieu de la Beauce. Que faisait ma famille dans ce petit village de France ? Mon grand-père paternel, veuf depuis quelques années, y habitait une grande maison et travaillait en tant que contremaître de la sucrerie voisine. Mon père, alors âgé de 36 ans, avait reçu dès après le 10 mai 1940 un ordre de rejoindre à Bordeaux, une même entreprise que celle qu'il dirigeait en Belgique. Encouragé par les espoirs du général Gamelin, il avait pensé que l'armée allemande, comme en 1914 à 1918, ne franchirait pas aisément la limite de Paris. Il laisserait donc sa famille en sécurité, chez son père, dans cette une région agricole où il y aurait sans doute un accès aisé à la nourriture. Il pourrait ainsi se rendre seul à Bordeaux, dans un premier temps. Grand-père Oscar Mosin, à Boinville. Paysage bucolique sur la même route. Mes deux frères âgés de 11 et 9 ans étaient ravis. L'insouciance des enfants de cet âge leur faisait considérer que cette guerre qui débutait en mai écourtait l'année scolaire. Il faisait beau,
C'était un bel été et on voyageait en France. Vive les très grandes vacances. Pas tout à fait d'ailleurs puisqu'ils furent inscrits pour la fin de l'année scolaire à l'école du village. Le mode de pensée de l'époque a fait que personne ne leur avait annoncé ma future naissance. Ainsi, lors de mon premier cri, l'aîné Jean-Marie qui s'éveillait à peine a cru qu'on coupait le cou d'une poule à cuire pour le dîner. Bref, faire ainsi partie de la basse-cour a probablement contribué à me conférer un sens de l'humour et de la dérision. Mais l'histoire était loin d'être drôle à ce moment-là. Le médecin militaire qui avait assisté ma mère a demandé que toute la famille quitte la maison 24 heures plus tard en raison de la rapidité de progression de l'armée allemande et de la réputation de terreur que ces troupes-là faisaient régner. Cette réputation était malheureusement correctement estimée, puisque c'était là une manière d'encombrer les routes et de rendre les mouvements de l'armée française plus difficiles. Ma mère a été admise le soir même à l'hôpital de Chartres, pour y recevoir les soins indispensables qui devaient permettre de poursuivre l'exode dès le lendemain. Direction Bordeaux pour toute la famille, le grand-père y compris qui quittait à regret sa belle région de Beauce, si bien chantée par Charles Péguy. Dans son livre Jours de guerre, Ma vie sous l'occupation, Bayard 2008, Berthe Roy qui enseignait au lycée Jules Ferry à Chartres, décrit précisément l'ambiance de cette ville les 11 et 12 juin 1940. Une agitation extraordinaire, peu, voire plus de trains, peu d'essence disponible, une foule hétéroclite et paniquée, des routes encombrées de voitures surchargées, de motocyclettes, de vélos, de piétons. L'exode photographié à Ably le 16 juin 1940, collection JC. Dauvilliers. Le document ci-dessus m'a été transmis par la mairie d'Ably, la ville la plus proche de Boinville-le-Gaillard, illustrant la route empruntée ce même jour par mes parents. Notre voiture a été parmi les dernières à pouvoir franchir l'un des rares ponts encore intacts permettant de franchir la Loire, et les routes empruntées n'ont pas été bombardées. Voici donc mes débuts à 24 heures de vie au milieu de l'exode qui a mené ma famille dans une ferme de Mézières-en-Brenne où mon père a décidé de s'arrêter, estimant que fréquenter ces routes était de plus en plus périlleux et inutile au vu de la tournure que prenait cette guerre. L'armée nazie s'est arrêtée à 40 km au nord. C'est donc dans cette belle région agricole que nous avons vécu avant de regagner après quelques semaines la Belgique où mon père reprit son travail. Il rejoindra ultérieurement les rangs de la résistance, au sein du Front de l'Indépendance. Cette aventure m'a été contée de nombreuses fois, et j'y repense plus particulièrement aujourd'hui, lorsque je vois ces colonnes de réfugiés tentant de trouver un endroit où vivre mieux que dans leur pays en guerre. En 1940, beaucoup de familles françaises ont accueilli généreusement ces compatriotes du Nord, ces Belges et ces Hollandais qui fuyaient vers le Sud dans l'espoir d'échapper à la barbarie nazie. Il est bon de s'en souvenir aujourd'hui. Je considère depuis longtemps que lorsqu'on a eu la chance d'avoir survécu à de telles conditions au tout début de la vie, cette vie-là se doit d'être utile. L'exode c'est fini, nous sommes rentrés en Belgique. Au retour de l'exode avec mes deux frères Jean-Marie et Jacques, et ma mère. Avec mon père en juin 1941. Un an déjà que cette aventure a commencé. Vers l'école de régenda ménager et agricole. L'histoire familiale et le hasard d'une rencontre m'ont conduite, en 1956, vers une école menant au diplôme de régente ménagère. La profession idéale, selon ma mère qui ne voulait que mon bonheur. Quoi de mieux que d'apprendre à tenir parfaitement son ménage, et ensuite de pouvoir exercer dans l'enseignement où l'on trouvait facilement un emploi à cette époque. Mon père, passionné de mathématiques et de physique, était plus réservé. Ces études-là se dispensaient dans un cadre merveilleux, au sein de la forêt de Soignes, au château d'Argenteuil à Waterloo, qui abritait l'Institut de régenda ménager et agricole de l'État. Les élèves y étaient accueillis dans un internat confortable. C'était la sérénité assurée qui devait permettre de réussir ses études plus facilement que dans un lycée de la capitale, qu'il aurait fallu rejoindre par de longs trajets inconfortables entre les bus. L'école et l'internat de l'Institut d'Argenteuil en 1956. L'Institut d'Argenteuil devait donc être le choix idéal. Cependant, je n'apprécie pas du tout cette option, même si les enseignants y sont compétents et bienveillants et les condisciples souvent accueillantes et agréables à côtoyer. Les cours généraux et de préparation au régenda me paraissent bien trop loin des études latin-maths précédemment entamées,
et ceci me donne, à tort ou à raison, l'impression de perdre un temps précieux. Mais à l'époque, nous n'avions souvent qu'à accepter les décisions des parents, et à espérer trouver une orientation mieux adaptée par la suite. Je réussis bien les années scolaires qui suivirent, malgré mes incompétences définitives dans certains cours pratiques, en particulier la couture, cours dispensés par une professeure colérique, manquant vraiment de pédagogie et de patience envers les sous-doués. Vers la diététique. La fin des humanités s'approche ainsi, et 1 an avant de rejoindre le Régenda, j'entends parler d'une nouvelle profession qui se pratique en milieu hospitalier, la diététique, pratiquée aux États-Unis depuis une petite 50aine d'années, mais exercée depuis peu en Europe. Le voilà mon billet de sortie. Ces études sont organisées à l'université de Gand ou encore à Paris, et me voici rêvant d'autres horizons, d'autres défis aboutissant à un métier nouveau qui me tente vraiment. En France, c'est le professeur Jean Trémolière. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.